Salut à tous, donc la Coupe du Monde de football vient de commencer. Est-ce que c'est intéressant pour nous investisseurs de venir, je vais dire, parier sur les entreprises qu'on peut voir à la télé? Donc si on se rend sur le site de la Coupe du Monde, tout en bas, on voit tous les sponsors de la compétition. Donc nous, on va s'intéresser à l'onglet sponsors, hein. Et donc dans sponsors, on a 8 entreprises. Donc on a Budweiser, on a Bank of America, on a Hisense, on a Lay's, on a McDo, on a une entreprise chinoise, on a Dove et on a Verizon. Alors pour cette vidéo, je vais pas, je vais dire analyser Hisense et celle-là c'est Mengyu si je dis pas de bêtises. On va s'intéresser aux entreprises, je vais dire américaines. Et on va regarder tout ça. Est-ce que les chiffres peuvent être intéressants? Est-ce que un débutant, s'il voit, je veux dire, les sponsors à la télé, est-ce que ça peut être intéressant pour lui ou pas d'investir sur ces entreprises-là? Alors donc, Bud, quand on s'intéresse aux chiffres de Bud, donc on a dès le départ un chiffre d'affaires qui est, je vais dire, constant depuis 2023. Bud n'a pas amélioré son chiffre d'affaires, au contraire, il est même en train je vais dire, de régresser. Donc là, on a déjà une petite alerte en termes de croissance. Si on regarde le free cash flow, on voit que le free cash flow euh, s'améliore, enfin, je veux dire, croît plus vite que le chiffre d'affaires. Donc, on a forcément une marge du free cash flow qui augmente. Donc, il est passé de 8,6 milliards en 2023 à plus de 11 milliards en 2024. Donc une belle petite hausse quand même. Est-ce qu'on a des SBC chez Bud? On a 625 millions de SBC, donc pour 11 milliards de chiffre d'affaires, je veux dire, négligeable. Si on regarde la dette, on voit qu'en 2025, Bud, ils avaient 61 milliards de chiffre d'affaires, et donc ils ont 11 milliards de free cash flow. Donc là, on va dire qu'ils peuvent rembourser leur dette en un peu moins de 6 ans, ce qui est un petit peu trop pour moi. Moi, c'est vrai que je cherche à aller en un peu moins de 3 ans. Et quand on regarde le ROCE, donc le Return on Capital Employed, on voit qu'il est grosso modo tout le temps entre 7 et 8. Il y a une grosse baisse en 2020 où il est passé à 5%. Et donc là, il est remonté en 2024 donc pour se stabiliser autour des 8,5-9%. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu light pour moi. On voit qu'il augmente, qu'il est plutôt dans une phase, je vais dire, de croissance. Euh, mais voilà, ça reste un petit peu light pour moi. Moi, c'est vrai que je recherche autour des 15%, donc quasiment le double. Quand on regarde le nombre d'actions en circulation de Bud, on voit qu'il se réduit un tout petit peu tous les ans. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous les investisseurs. Et ensuite, le free cash flow, la marge du free cash flow, pardon. Là, c'est ce qu'on avait vu au tout début. Donc il y a une énorme hausse de 2023 à 2024 qui a permis de passer de 14,5 de marge de free cash flow à quasiment 19, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est vrai que pour Bud, j'ai une croissance de chiffre d'affaires assez limite, un ROCE paille assez limite aussi. On a une grosse dette malheureusement qui peut être remboursée. Mais là, en 6 ans, c'est un petit peu trop pour moi. On a une baisse d'action, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a pareil un free cash flow qui croît pas assez vite pour moi. Donc Bud ça va pas forcément m'intéresser. Et si on regarde niveau graphique, on voit que Bud a énormément chuté depuis son point haut qui était ici en 2016. Il a atteint plus bas en 2020, avril 2020. Il avait atteint 32 dollars. Il était à 135, il a atteint 32. L'action est baissé de 76%. Et donc là, elle est en train de remonter petit à petit. Euh, donc voilà, je pense qu'effectivement, elle avait atteint son plus bas. Elle a pas mal pivoté. Elle est remontée, puis redescendue. Et donc elle était dans ce range-là. Et donc là, elle a cassé ce range. Je pense que Bud pourrait continuer. Mais en tout cas, c'est pas un dossier sur lequel je vais rentrer. Ensuite, on a
Bank of America. Donc pour Bank of America, en total de revenus, plutôt une belle croissance, hein, comment dire, du chiffre d'affaires. Si on regarde le free cash flow, on voit que sur 2024 et 2022 et 2021, on voit qu'ils n'étaient pas rentables. Donc ça déjà c'est mauvais signe. Si on regarde les SBC, on est 4 milliards de SBC sur 12 milliards de free cash flow, ce qui est quand même assez conséquent. On est quasiment, on est à l'ordre de 30%. Au niveau de la dette, ils ont 317 milliards de dettes pour 12 milliards de free cash flow. Après, c'est une entreprise bancaire, hein, donc c'est vraiment différent. On va dire que euh, le secteur aussi est différent. Moi, c'est pas un secteur qui m'attire, mais on va quand même analyser les chiffres. On a, ça c'est plutôt pas mal, un nombre d'actions qui est plutôt en baisse, hein, depuis 2017. On a un nombre d'actions en circulation qui est en baisse, donc c'est plutôt avantageux pour l'investisseur. Et pareil, le ROCE, là on voit qu'il avait atteint 70% en 2019. 2 ans après, il était descendu à -7. Après, il est remonté à 45. En fait, c'est vraiment trop, euh, je vais dire, non pas le ROCO, pardon, le free cash flow. C'est vraiment trop aléatoire et trop, je vais dire, en dents de scie, quoi. La volatilité, elle est folle et il vaut mieux se concentrer vers des business qui ont des revenus prévisibles, en tout cas des free cash flow euh, plus ou moins prévisibles. Là, on voit que c'est vraiment en dents de scie. Si on regarde euh, Bank of America sur TradingView, donc là, on est sur les plus hauts. C'est-à-dire que Bank of America n'a jamais été aussi haut. Quand on regarde en point de vue mensuel, ouais, là on est clairement très très haut, donc c'est clairement pas un dossier sur lequel je vais rentrer, en tout cas pas à ces prix-là. Et de toute manière, les fondamentaux et le secteur je veux dire, ne me plaisent pas forcément. Ensuite, on a l'entreprise Lay's. Donc Lay's, en fait, ça appartient à Pepsi. Donc, quand on regarde Pepsi, on a une belle croissance du chiffre d'affaires, hein, depuis 2016, hein, ça croît. Le chiffre d'affaires s'était maintenu en 2023 et 2024 et là il repart à la hausse en 2025. Le free cash flow, on a un peu plus de mal, hein. On a des années où le chiffre d'affaires augmentait, pas forcément que le cash flow, donc c'est-à-dire la marge du free cash flow est aussi plutôt, je vais dire, en baisse. Donc ça peut montrer un avantage concurrentiel, pardon, qu'on vient perdre un petit à petit. Est-ce qu'on a des SBC du côté de Pepsi? Voilà, ils payent 288 millions de SBC par an à leurs employés. Donc sur 7 milliards et demi de free cash flow, c'est assez négligeable. Quand on regarde la dette, hein, ils ont 40 milliards de dettes pour 7 milliards de free cash flow. Là, ça commence à être compliqué niveau dette. Le ROCE, alors le ROCE est plutôt pas mal, hein. Il y a eu une grosse phase de hausse, hein, de 2020 à 2024 où il avait atteint 19. Là, il a rechuté à 16, mais ça reste, je vais dire, convenable. Et donc là, hop, pardon, le nombre d'actions en circulation, pareil, qui est plutôt en baisse. Et on a une marge de free cash flow, par contre, qui est vraiment en baisse depuis 2017, où elle était à 11. Et donc là, on atterrit à 8, ce qui est pas assez pour moi. Donc la Pepsi, effectivement, à part je vais dire la dette, où je mets un petit peu je suis un petit peu en retrait sur ça, et sur la croissance du free cash flow et pas du chiffre d'affaires, hein. Ça c'est pareil, hein, c'est un dossier sur lequel je vais pas rentrer. On va regarder quand même niveau graphique ce que ça donne. Donc Pepsi, hein, l'entreprise qu'on connaît tous. J'étais déjà rentré sur cette entreprise-là quand j'avais un autre broker. Euh, mais, voilà, ça faisait partie d'une de mes erreurs. Donc Pepsi en trimestriel. Ok, on a bien chuté, on a remonté un petit peu. Là, il y avait une belle zone pour ceux qui voulaient rentrer sur Pepsi à 130 dollars. Et donc là, on est à 145, donc on est à quasiment 10% plus haut. Ouais, moi, effectivement. De base, je voulais pas rentrer, et là, quand je vois le graphique, encore moins. Donc Pepsi,
ça ne m'intéresse pas non plus. Ensuite, on a McDo. Donc la McDo, hein, entreprise qu'on connaît tous, hein, l'immobilier et vente de burgers. Donc McDo, on a une belle croissance du chiffre d'affaires. Euh, pour ce qui est du free cash flow, c'est un peu comme Pepsi, hein, c'est assez compliqué dans ces secteurs-là, hein, ces secteurs alimentaires, de commerce. Bon, on sait que McDo fait de l'immobilier, mais bon, ça n'empêche. Vous voyez, en fait, ils font le même free cash flow qu'en 2021. Sauf qu'en fait, en 2021, McDo faisait 23 milliards de chiffre d'affaires et là, ils en font 27. Donc en fait, avec 4 milliards de chiffre d'affaires de plus, ils font le même free cash flow. Donc on a une baisse de la marge du free cash flow, hein, forcément. Est-ce qu'on paye des SBC chez McDo? 165 millions pour 7 milliards, c'est assez négligeable. En termes de net, en termes de dette, pardon, on a 54 milliards de dettes pour 7 milliards de free cash flow. Donc là, c'est pareil, ça a commencé un petit peu limite pour moi. On a une baisse du ROCE, donc là, il se stabilise autour des 23 depuis 3 ans. Donc 23, c'est plutôt pas mal. Et on a une baisse aussi du nombre d'actions en circulation, ce qui est plutôt pas mal pour l'investisseur. La marge du free cash flow. Donc en fait, ce qui est plutôt intéressant avec McDo, c'est qu'on voit que le free cash flow croît, hein, mais moins vite, en tout cas que le chiffre d'affaires. Euh, Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait, au niveau de la marge de free cash flow, ouais, voilà, effectivement, elle était à 30 en 2021. Elle a bien chuté et là on est à 26, ce qui reste très très convenable pour McDo. On va regarder niveau, niveau graphique. Donc la McDo quasiment un plus haut aussi, hein. Et moi c'est vrai que j'aime bien rentrer en général sur les moyennes mobiles. Et là on voit que McDo en trimestriel en tout cas il n'a pas touché sa moyenne mobile depuis 2003. Alors on a des zones, hein, faut pas que ça touche à l'euro près, mais en tout cas c'est vrai que c'est une action qui coûte toujours très cher. Et en mensuel, il y a eu un énorme pic et donc là, elle a rechuté depuis. Ça pouvait être une belle zone là, ça peut être une belle zone pour ceux qui veulent acheter du McDo actuellement, mais moi voilà, j'ai un petit peu de réserve sur la dette, hein, où c'est un petit peu compliqué pour moi. Et, euh, et on va dire aussi sur le chiffre d'affaires, hein, qui croît, mais tout doucement, donc c'est un petit peu trop juste pour moi. Ensuite, on va regarder Dove, donc qui fait partie de Unilever. Donc oui, Unilever a fait le même chiffre d'affaires qu'en 2020. Donc là déjà, en termes de croissance, c'est assez compliqué. Donc on pourrait déjà s'arrêter là, hein, pour l'analyse d'Unilever. Euh, Par contre, on voit que en fait, en 2021, en 2020, pardon, ils faisaient 50 milliards de chiffre d'affaires. Et là, en 2020, ils faisaient 8 milliards de free cash flow, tandis que maintenant, ils en font 9 avec le même chiffre d'affaires. Donc là, on a forcément une hausse, hein, de la marge du free cash flow. Est-ce qu'on a des rémunérations en actions chez Unilever? Un tout petit peu, 235 millions pour 9 milliards. C'est assez négligeable. En dette nette, on est à 23 milliards pour 9 milliards. Donc là, c'est carrément, je vais dire, c'est carrément OK. Et le ROCE, il est à 35. Et donc là, il a chuté. Il a chuté en 2020. Et donc là, il se stabilise autour des 16,5-17. Ce qui est plutôt OK pour moi. On a un nombre d'actions en circulation qui baisse. Et on a, comme je l'avais dit avant, une marge de free cash flow qui augmente dans le temps. Donc là, Unilever, ça peut être plutôt intéressant. Alors, c'est toujours pareil, hein, tous mes critères sont pas forcément, je vais dire, validés. On va dire que j'ai des gros problèmes de critères sur le chiffre d'affaires et sur le free cash flow pour Unilever. On va quand même regarder niveau graphique si ça peut être intéressant d'acheter du Unilever. On est sur une belle zone sur Unilever. Là, actuellement, elle retravaille le support ici mensuel.
Donc elle a déjà tapé ici, 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 ici. Donc c'est un support qui est pas mal de fois travaillé. C'est un support qui intervient après une baisse de 25%, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais voilà, c'est pas forcément une entreprise qui m'intéresse. Mais si vous êtes intéressé par Unilever, ça peut être une belle zone pour entrer dessus. Et dernière entreprise, Verizon. Dernière entreprise sponsor de la Coupe du Monde. Donc Verizon, on a tout petit peu de croissance du chiffre d'affaires, hein. C'est vraiment très très light, hein. On est, allez, je vais pas dire quasiment le même chiffre d'affaires qu'en 2022, mais bon, on a 2 milliards de plus, hein. Donc c'est vraiment très très peu en termes de free cash flow. On a une énorme baisse de free cash flow en 2022. Ce sera intéressant de voir pourquoi en 2022 ils avaient autant baissé. Et donc là en 2025 ils ont fait autant de free cash flow qu'en 2024 et qu'ils avaient fait quasi en 2021. Donc là il y a vraiment un problème de croissance, hein, chez Verizon. En termes de... Alors ça, on va pouvoir supprimer. En termes de ROCE, ROCE, ouais, on était aux alentours des 10 et là maintenant on se stabilise à 8, donc c'est clairement passé pour moi. En termes de dette, on a 162 milliards de dettes pour 20 milliards de free cash flow, donc là c'est pareil, c'est vraiment trop de, c'est vraiment trop de, comment dire, de dettes, hein. Avec 20 milliards, de 16, en fait ils vont pouvoir ouais, ils vont pouvoir rembourser leurs dettes en 8 ans s'ils allouent, on va dire, tout leur free cash flow. Tous les ans, ils peuvent la rembourser en 8 ans, ce qui est vraiment beaucoup trop. Et ça, on part du postulat qu'ils remboursent avec tout leur free cash flow. Donc là, c'est vraiment trop pour moi. Quand on regarde le nombre d'actions en circulation, c'est pareil. Là, ça se maintient, voire même ça augmente, hein, au fur et à mesure des années, le nombre d'actions en circulation. Donc là, ça nous arrange pas non plus. Et la marge de free cash flow qui se stabilise autour des 14. Donc là, c'est pareil, hein. Je vais dire Verizon, problème de croissance, problème de dette. Euh, c'est ROCE, pareil, qui est trop bas pour moi. Donc ils ont un mode, je vais dire, pas assez puissant, hein. ROCE, je rappelle, hein, c'est pour 100 dollars de gagné, combien de nouveaux dollars ils vont pouvoir générer avec ces 100 dollars d'investis. Là, c'est 9 dollars, quoi. Avec 100 dollars, ils en génèrent 9 autres. Donc c'est trop peu pour moi. Et on va regarder au niveau du graphique. Alors, au plus haut, l'action était à 63. Elle a bien baissé. Ensuite, elle a range. Elle a cassé son range vers le haut. Elle a retapé les plus hauts ici. Donc là, on a une première résistance. On a un beau support ici. Et donc là, voilà, elle navigue entre ces deux zones-là. Alors, il y a sûrement des petites zones d'entre-deux, hein, comme celle-ci, hein, potentiellement. Mais bon, là, elle navigue un peu au milieu de tout. Et quand on est en mensuel, ouais, voilà, là, c'est pas un dossier. Déjà, les chiffres ne m'intéressent pas. Et quand je vois le graphique, encore moins. Donc voilà, on a analysé les entreprises qui sponsorisent, hein, la Coupe du Monde. Donc sur les 6 entreprises qu'on a vues, en fait, j'en ai aucune qui m'intéresse. Alors peut-être il y en a qui m'intéressent un peu plus que d'autres, mais en tout cas aucune est dans ma watchlist et aucune ne serait achetée prochainement. Soit les chiffres sont pas assez bons pour mes critères, soit les graphiques me montrent que c'est pas en tout cas le bon moment pour l'acheter. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.